Bonsoir à tous. Alors, si vous pouvez juste penser à couper vos micros pour ceux qui ne vont pas parler tout de suite. Voilà, pour ne pas avoir les bruits de fond. Merci. Voilà. Damien est là ou pas? Je suis là. Très bien, super. Voilà, hop, je laisse rentrer. Parfait. Bon, très bien. Bonsoir à tous. Donc, je tiens à vous dire, parce que j'y suis obligé, que vous êtes enregistrés. Donc, montrez-vous sous votre meilleur profil. Renaud, tu fais bien de rajuster les lunettes. Bienvenue à tous pour ce troisième épisode de la FFI Academy du mois de mai, où cette fois-ci, nous parlons digital pour les entreprises industrielles. Et aujourd'hui, nous finissons en beauté avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec des témoignages formidables d'entrepreneurs qui sont sur ces segments et sur ces secteurs et qui ont monté des projets assez dingues et assez intéressants à vous présenter aujourd'hui. En tout cas, c'est très inspirant. J'adore dire le mot inspirant parce que Laurent déteste que je le dise. Donc, je le dis, voilà, c'est très inspirant. Inspirant et même très, très inspirant. Moi, ça m'inspire beaucoup, en tout cas. Donc, je vais laisser la parole à Thomas Coustenoble, qui va nous parler de ma PME numérique et qui ensuite passera la parole à Laurent, puisque comme vous le savez, Laurent impose son temps de parole. Donc voilà, on va le laisser parler ensuite. À toi, Thomas. Ça marche, merci Emmanuel. Bonjour à tous pour cette nouvelle édition. Donc moi, je suis très heureux du partenariat que Microsoft a avec les FFI. Il faut dire que c'est une histoire qui remonte depuis le début même. Depuis le début. Donc moi, je m'occupe du segment PME et on a vraiment à cœur dans les équipes Microsoft de trouver des histoires inspirantes. Alors pas que dans la tech, on va en parler ce soir, mais surtout chez nos clients traditionnels, voilà, qui font des vêtements, qui essayent de créer des marques aussi très inspirantes qui produisent local en France. Microsoft, ça fait 40 années qu'on est en France. On est peut-être la boîte américaine la plus française, avec une présence régionale. Et donc, on a aussi à cœur d'aider les PME dans cette phase de reprise. Et on s'est dit que ce serait pas mal d'aider, notamment à travers le numérique, mais pas tout seul. Et donc, c'est pour ça qu'on a monté Ma PME numérique, qui est une initiative collective avec tout un tas d'acteurs de la tech qui ont des offres pour les PME. Déjà, pour les faire connaître, et deux, aussi pour travailler à des formations gratuites, à des mises en relation à grande échelle entre des PME traditionnelles et des acteurs de la tech qui sont dans des univers qui ne se croisent pas tout le temps. Donc là, ce soir, on va avoir un bon exemple, justement, avec des acteurs qui sont dans l'écosystème Microsoft, qui sont sur des sujets très innovants. Et justement, j'espère qu'ils vont vous inspirer avec des cas d'usage qu'on pourrait projeter dans tout un tas d'industries et de PME françaises. Voilà, j'en ai terminé. Je vais céder la parole à Laurent et encore merci pour le partenariat. Merci Thomas. Et effectivement, c'était très intéressant d'avoir ces trois sessions. La première, effectivement, sur un petit peu... pour nous faire prendre conscience que les PME françaises ont un peu de retard, mais qu'on est en train de leur rattraper sur le digital. La deuxième, avec un exemple très pragmatique sur le Made in Italy. Et on termine en beauté avec une session qui va être consacrée à la réalité virtuelle mixte et augmentée, parce que vous allez voir qu'on peut faire beaucoup de choses avec ce type d'application, ce type de technologie, que ça soit sur la partie plus production, c'est-à-dire amélioration de l'efficacité, de la productivité d'un employé. Donc là, ça sera plutôt Damien qui va illustrer cette partie-là, même s'il pourrait parler de beaucoup d'autres choses. Mais en tout cas, Damien, j'aimerais que tu puisses te cantonner à ça avec les quelques cas d'usage et les explications un peu plus globales que tu vas fournir. Je te laisserai présenter ton entreprise, mais qui s'adresse en tout cas à tout type de secteur, tout type d'entreprise. Tu disais même à partir de quelques salariés jusqu'aux grands groupes, et même dans les secteurs de la culture, de la santé et de l'industrie. J'ai bien bossé là?
Ah, parfait, Laurent. Merci. C'était voilà, très bien. Alors ensuite, n'oubliez pas de me flatter quand je vous rends la parole. Damien, c'était très bien. Merci. Ensuite, petit changement de programme. On va avoir non pas Renaud, mais Grégoire Grégoire Moisson, très joli nom, bravo, qui va s'exprimer sur une partie réalité virtuelle et qui nous emmènera, grâce à Wild Immersion, qu'il dirige et qu'il anime au quotidien, hein, qui est la première réserve d'animaux virtuels, et qui va nous montrer un petit peu la capacité émotionnelle de ce type de technologie, sachant que la vente, c'est quand même de l'émotion, c'est de la conviction, c'est de la séduction. Et ben, quand on arrive à émouvoir des enfants, des personnes âgées qui connaissent rien à la techno avec ce type d'application, autant vous dire qu'on peut aussi faire du business. Et ça sera d'ailleurs, pour finir, le propos de Renaud, qui lui a utilisé à peu près les mêmes technos sur l'outil de travail, sur on va dire les actifs un peu plus physiques, pas seulement industriels, ça peut être agricole, ça peut être des zones, des jolies zones urbaines, mais en tout cas, voilà, c'est l'utilisation de ce type de technologie pour avoir un discours qui va positionner l'outil de travail beaucoup plus comme un outil de conquête, que ce soit de nouveaux employés ou de nouveaux clients, et non pas uniquement comme outil de productivité. Voilà, donc j'en ai déjà beaucoup dit. Maintenant, Damien, je te propose d'ouvrir le feu. Ce que je vous demande, c'est de faire à peu près 10 minutes chacun. J'allais dire en silo, hein, chacun traite son sujet. Vous avez quelques éléments pour illustrer. Et ensuite, il faudra qu'on garde un maximum de temps pour répondre aux questions et puis pour interagir les uns et les autres. Naturellement, on prendra les questions. Si elles ne sont pas trop désobligeantes, on y répondra. Sinon, on les ignorera, hein, comme d'habitude. Ok, super. On fait ça. Bon, je commence. Je vais partager un petit peu de contenu en même temps pour illustrer mes propos. Alors, attendez 2 petites secondes. Ça arrive. Voilà. Donc, pour me présenter rapidement, donc moi, je suis Damien Laverne. Je suis responsable de l'agence Sud pour Synergies et je m'occupe aussi de la partie commerciale. Et alors, avant de vous présenter Synergies, j'ai l'honneur de vous présenter les 3 technologies qu'on va aborder aujourd'hui. À la fois la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte. Vous devez certainement connaître la réalité virtuelle. C'est déployé depuis de nombreuses années. Concrètement, c'est quoi? Je mets un casque sur la tête et je suis dans un monde entièrement virtuel, entièrement conceptualisé. Je vais pouvoir faire plein de choses avec. Je vais pouvoir tout bouger, tout déplacer, tout prendre, etc., etc. Je suis dans un monde entièrement virtuel et je suis immergé dans ce monde-là. La réalité augmentée, donc l'avantage de la réalité virtuelle, c'est son côté no limites sur la partie interaction. La réalité augmentée, je vais prendre un support, un téléphone, une tablette, et je vais passer devant quelque chose et je vais pouvoir avoir des informations qui vont venir s'afficher sur le téléphone ou sur la tablette et je vais pouvoir interagir avec ces informations. Je vais pouvoir cliquer, je vais pouvoir ajouter du texte, ce genre de choses. Puis il y a une nouvelle technologie qui est arrivée en 2016, tout début 2016, qui a été créée par Microsoft, qui s'appelle la réalité mixte et qui vient prendre un petit peu les meilleurs des deux mondes. C'est-à-dire qu'on va à la fois avoir un haut niveau d'interaction et à la fois un contenu qui va être contextualisé. Et donc cette réalité mixte, elle est matérialisée avec un outil, ça s'appelle une HoloLens et c'est ni plus ni moins qu'un ordinateur auquel on aurait enlevé son clavier, sa souris et son écran et on se retrouve finalement avec nos mains, nos yeux, notre voix et notre environnement autour de nous. Concrètement, il y a une petite vidéo qui va s'afficher devant vous qui présente justement cette réalité mixte et après je rentrerai dans les cas d'usage et les gains qu'on obtient tout de suite grâce à ça. Mais là, en fait, vous voyez, la personne a mis les HoloLens sur sa tête et elle va pouvoir interagir avec des hologrammes. Ces hologrammes vont comprendre son environnement. Là, l'hologramme comprend la moto et va pouvoir indiquer à cette personne quelle réparation il doit faire, comment il doit faire la maintenance de la moto, la vidange ou des choses comme ça. Voilà, ça, c'est la réalité mixte. Dans le détail, en termes de caractéristiques, en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez une mixité avec le réel. Vous avez des hologrammes qui s'affichent devant vous et vous pouvez interagir avec. Et les hologrammes peuvent interagir avec les machines, même machines et autres, tout l'environnement qui vous entoure.
Deuxième caractéristique, c'est autonome, hein, c'est mobile. En fait, c'est comme un téléphone. Il y a une batterie, on se connecte à Internet sur le réseau Wi-Fi, sur une clé 4G, une box 4G ou autre. Et puis, bah, c'est parti, on peut travailler. Troisième caractéristique qui est la plus innovante, rupturiste, c'est son pilotage. Je vous le disais tout à l'heure, on a enlevé le clavier, l'écran, la souris, et en fait, bah, on pilote avec nos mains, avec nos yeux et avec notre voix, et donc on peut interagir directement avec cette matière. Et enfin, quatrième caractéristique, c'est la notion de partage. C'est-à-dire que cet environnement holographique, on peut la partager avec plusieurs HoloLens, et voire même d'autres choses que des HoloLens, des ordinateurs, des téléphones et autres, pour pouvoir interagir avec la personne avec qui on échange. Ça peut être un client, un fournisseur, Et donc, grâce à cette techno, on a plein de cas d'usage qui se déploient un peu partout, dans plein de secteurs différents, dans le domaine industriel, dans le domaine militaire, dans le domaine de la santé, culture, etc., etc. Avec des cas d'usage très concrets qui fonctionnent très très bien. Typiquement, celui que vous avez en haut à gauche, le support et l'expertise à distance. Ça a été le cas confinement, hein, ça a fortement accéléré en 2020, forcément parce qu'on ne pouvait plus se déplacer, on ne pouvait plus rencontrer ses clients, on ne pouvait plus aller dans les usines, on ne pouvait plus présenter du matériel, faire des événements, etc. Et là, bah, qu'est-ce que c'est concrètement? Bah, j'ai des HoloLens sur la tête et je vais pouvoir interagir avec une personne à distance. Et la personne va être comme si elle était à ma place. Donc, j'ai des clients qui utilisent ce cas d'usage pour faire du montage et de l'assistance de machines. C'est-à-dire qu'ils vendent des machines, ils les envoient un peu partout. Une entreprise comme ça qui fait des machines pour la pâtisserie, ils en vendent au Japon, ils en vendent aux États-Unis. Et au lieu de se déplacer au Japon pour pouvoir faire le montage de la machine sur site et former leurs clients, bah, tout simplement, ils mettent une HoloLens avec la machine, ça arrive sur site et le montage est fait par le client à distance avec l'entreprise basée en France. Ce cas d'usage, on le retrouve assez régulièrement hein, dans plein de domaines différents, où on va pouvoir être comme si on était à la place de la personne. On a un deuxième cas qui fonctionne aussi très bien, c'est tout ce qui va être assistance aux opérations, formation. Concrètement, j'ai un opérateur qui est sur une ligne de production qui ne sait plus trop comment elle fonctionne, ne sait plus trop comment on doit faire la maintenance, on ne sait plus trop faire le calibrage, ou en tout cas, il faut reposer des questions, retrouver sur le manuel d'emploi, ce genre de choses. Bah là, au lieu d'aller chercher les informations, on met les lunettes sur la tête et on voit directement sur la machine comment il faut la paramétrer pour produire une quantité de 50 millilitres, de 100 millilitres, etc., etc. On est guidé. D'ailleurs, il y en a qui ont tendance à dire que cette techno, elle permet d'augmenter l'être humain de capacité supérieure. C'est un peu ça, c'est un peu cette approche. En fait, on va pouvoir guider l'être humain à réaliser des différentes actions. Et après, on a un troisième cas d'usage qui va aussi vous intéresser, c'est tout ce qui va être vente. J'ai quelque chose de complexe à vendre. Aujourd'hui, je vais faire une présentation PowerPoint. Je vais avoir des affiches, je vais avoir un format A4, je vais faire ce genre de choses pour présenter à mon client le produit, ou je vais l'inviter dans mon showroom pour lui présenter aussi. Voilà, tout simplement, on arrête de faire ça, on prend le produit, on l'a créé en 3D et on le projette dans les lunettes. On met les lunettes sur la tête de son client et son client voit son produit qu'il souhaite acheter. Il le voit en taille réelle. Il peut le prendre, le déplacer, le mettre dans son usine, par exemple, hein, ou dans son environnement, et voir tout simplement toutes les caractéristiques du produit. Voilà, ça c'est des grands cas d'usage qu'on retrouve dans la réalité mixte. Je regarde le temps, j'ai 47, il me reste 3 minutes. Nous, ce qu'on fait là-dessus, en fait, c'est qu'on adresse toutes les problématiques autour de cette technologie. Les problématiques de matériel, les problématiques de développement, les problématiques de licence, de formation, etc. Et comme je l'évoquais, c'est une techno qu'on retrouve dans beaucoup de secteurs aujourd'hui en France, puisque depuis janvier 2020, on a accompagné plus de 300 projets de déploiement de cette technologie dans plein de secteurs différents. Là, vous voyez principalement des grands groupes, mais Laurent l'évoquait tout à l'heure, aussi bien dans les petites entreprises que dans des grands groupes, pour déployer ce type de cas d'usage que j'ai pu vous présenter. Voilà pour la partie, en tout cas, de présentation de la réalité mixte. Je laisse mes camarades présenter la partie aussi réalité virtuelle et réalité augmentée. Laurent, je te rends la main.
Alors Damien, tu viens d'introduire une pratique très surprenante dans ces cafés virtuels, c'est-à-dire que tu as tenu le timing. Eh bien, nous allons nous habituer et considérer que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, je passe maintenant la parole à Grégoire. Jusqu'à maintenant, on a fait croire que c'était impossible. Alors, tu nous as mis un bordel, pas possible. Tu nous casses un peu le truc, là. Tu vois, on ne crée plus qu'on termine à l'heure. Grégoire, tu vas maintenant pouvoir présenter au public ébahi ce qu'est Wild Immersion et comment est-ce qu'on peut mettre une techno au service d'un message plus éthique et d'un public qui, pour le coup, n'est pas du tout un public de professionnels. Merci pour cette introduction. Effectivement, merci Damien pour la présentation. Rude épreuve, mais passée avec brio, bravo. Je vous emmène effectivement à un autre endroit, clairement, très très loin, puisque je vais vous emmener au milieu de l'habitat naturel des animaux. Wild Immersion, c'est ça, c'est la première réserve naturelle virtuelle. On téléporte nos spectateurs en tête-à-tête avec un jaguar, en tête-à-tête avec un cachalot, pour créer un effet d'empathie, un effet waouh, le fameux effet waouh, pour plonger et pour rappeler à l'homme à quel point c'est beau tout ça. Alors, on est une entreprise commerciale au départ et on le reste, mais on a effectivement, comme le disait Laurent, un message éthique qui, on le souhaite en tout cas, doit provoquer une action. Et l'action, c'est la protection. La protection de l'environnement en général et la protection plus particulièrement de l'animal et de son habitat naturel. Donc, l'émotion, c'est une chose. Je ne dirais pas qu'elle est simple à obtenir, mais avec les animaux et la technologie, donc le 360, on y arrive plutôt bien. Maintenant, une fois qu'on a atteint cet objectif, comment est-ce qu'on fait descendre, comment est-ce qu'on descend cette échelle pour passer de l'émotion à l'action? C'est vraiment ça le sujet qui a été le nôtre pendant quelques temps, parce qu'on a très bien réussi notre démarrage de projet. Beaucoup de médias qui se sont intéressés au sujet éthique. J'ai l'habitude de dire qu'on est à la confluence de plusieurs sujets, la technologie, l'environnement et l'entertainment. Tout ça, ça fonctionne très très bien ensemble. Mais il faut que cette base-là nous permette d'ériger une pyramide qui nous mène vers la protection de la nature. Et c'est bien là qu'est tout le sujet. Donc, comment on fait? On va utiliser cette technologie, on va utiliser cet émerveillement et on va le décliner, toujours grâce à la technologie, mais avec des technologies qui nous permettent d'accéder à un plus grand nombre, d'accéder à des devices plus simples d'utilisation, plus démocratisés, on va dire, que ne l'est la réalité virtuelle et ces casques qui ont pénétré le marché, mais de manière assez réduite pour l'instant, à part peut-être dans le B2B où ça commence à bien fonctionner. Voilà, donc je vais vous emmener dans notre parcours client, en quelque sorte. On reste, évidemment, je vais partager mon écran, donc suivez-moi. Et je vais vous montrer un peu ce qu'on a voulu faire et pourquoi on l'a fait et pourquoi on l'a fait comme ça. Voilà, donc logiquement, vous devez voir mon écran et je vais vous emmener dans ce qu'on appelle chez nous Wild Explorer. Donc vous voyez normalement une planète. Si ce n'est pas le cas, il est temps de me le dire. Sinon, je vais continuer. Et cette planète, c'est un peu le démarrage. Alors, nous, on a une cible famille, hein. Très clairement, on vise l'enfant et ses accompagnants. Alors, ses accompagnants, ça peut être les parents, ça peut être les grands-parents. Donc, on va travailler sur des supports qui sont supposés faire réagir l'enfant et intéresser le parent, puisque à la fin, la protection de la nature, ça passera évidemment par l'enfant, mais c'est souvent les parents qui auront la charge de l'action principale. Voilà, donc je suis sur cette planète et je sélectionne le cachalot. Ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations sur le cachalot, un quiz, on rentre dans le ludique et on revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire on va créer l'émotion. On va aller chercher ce cachalot là où il habite, dans l'océan. Donc si tout se passe bien, vous voyez mon écran et là je bouge. Je fais ce que je pourrais faire avec mon casque en 360, c'est-à-dire que je vais à droite, à gauche, en bas, un peu partout. Et ça, c'est de la 360. Alors, Damien a très bien présenté la réalité virtuelle.
on oublie souvent d'évoquer que c'est du 360, la réalité virtuelle, et que donc on peut s'amuser à travailler la réalité virtuelle autrement. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas vraiment la réalité virtuelle, on fait du 360 dans des cases de réalité virtuelle. On va aller voir un panda, tiens, pour la peine, vous avez le droit au panda. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher avec de la technologie cette émotion. Et grâce à cette émotion-là, que vous avez normalement maintenant, tout de suite, eh bien, je vais profiter de ce moment et je vais vous attirer sur autre chose. Par exemple, sur de l'information, sur qu'est-ce qui menace, sur un quiz, sur du jeu toujours. Et derrière, évidemment, je vais vous emmener sur de la connaissance de marque, sur un territoire que maîtrisent mieux mes partenaires de présentation, qui peuvent travailler avec des entreprises industrielles. Donc voilà, c'est ce chemin-là qu'on essaie de faire, c'est se servir de la technologie pour plonger notre spectateur dans une réalité autre. Alors, c'est du 360, mais là où on peut dire que c'est de la réalité virtuelle, c'est que, en fait, vous ne plongez pas vraiment. Et grâce à cette émotion qu'on a créée, ce moment de magie qu'on a créé, on va reprendre le pouvoir sur le consommateur et l'emmener vers quelque chose, vers une plateforme de marque. Et là, je laisserai Renaud en parler beaucoup mieux que moi. On va réenchanter en fait tout un univers. Je vais faire un pas de côté et vous parler de réalité augmentée maintenant. Je vais faire toujours selon le même schéma. Je vais vous emmener pour vous montrer ce qu'on réussit à faire maintenant grâce à la technologie, des choses qui sont, ma foi, assez simples, hein, technologiquement parlant, et qui vont nous permettre d'appliquer. Donc là, j'ai emmené mon univers. Vous devez toujours voir ce que je vous présente. Et donc là, je suis toujours sur mon device. Et voilà ce qu'on a créé. On a créé une application qui nous permet, à partir d'un jeu, de retrouver les animaux d'une façon différente encore. Donc là, en l'occurrence, hop, un marqueur, et je retrouve mon animal que je vais pouvoir suivre. Alors là, en l'occurrence, dans mon jardin, je vais pouvoir apprendre des choses sur lui, sur le même modèle que celui que je viens de vous montrer sur Wild Explorer. Voilà, donc il y a toujours cette histoire, cette histoire de jeu, cette histoire d'éducation, de réenchantement. Donc avoir un hara qui se balade dans votre jardin, c'est quand même assez exceptionnel. Je ne parle même pas d'avoir un zèbre ou une girafe. Et ça, c'est la technologie qui le permet. Donc voilà, on embarque réellement nos spectateurs. Grégoire, je te coupe juste une seconde pour que ça soit vraiment évident pour tout le monde. L'image que tu montrais, c'était un jardin qui peut être celui de chacun d'entre nous, où il y a un marqueur et ensuite il y a ce cerf ou ce perroquet qui vont bouger dans un environnement qui est celui de la personne qui est en train d'utiliser le... Voilà. Ouais, c'est la réalité augmentée, donc on est dans son contexte existant, réel, et grâce à son téléphone, on va utiliser sa caméra et on va créer des images qui vont venir se superposer à son contexte et les voir évoluer. Donc là, j'ai travaillé sur, nous évidemment, on travaille sur l'animal, on travaille sur l'animal sauvage, dans son environnement naturel, on crée cette espèce de sentiment d'empathie, cette volonté et ce sentiment d'amour qu'on a pour l'animal. On se souvient en voyant ces images à quel point c'est beau. Et l'idée, c'est une fois qu'on a créé cette empathie, c'est de ramener les gens vers l'action. Alors nous, en l'occurrence, c'est une action de protection, c'est une action d'éducation, mais je pense que Renaud va vous parler d'autres actions qu'on est susceptible de faire avec ce genre de mécanisme et ce genre d'histoire qu'on raconte. On embarque les gens, on a toute leur attention, et c'est ça qui est important. On réussit à récupérer leur attention pour leur présenter un message cohérent avec ce qu'on vient de leur montrer, qui les emmène plus loin. À toi, Renaud. Alors, je vais quand même pas donner la parole tout de suite à Renaud parce que quand même. Donc j'aurais tenté. Non, mais très bien, excellente Dommage, transition. merci quand Bravo. même.
Voilà. Mais non, ce qui est très important dans ce que tu as dit, Grégoire, c'est que là, on a vu effectivement une technologie au service d'une éthique. Il y a une autre éthique qui est celle qu'on travaille beaucoup au sein de ce club, qui est l'éthique du Made in France. Hein, voilà. Donc, qui est un autre combat. Alors, c'est effectivement, c'est pas des animaux, c'est pas ce genre de choses, mais on voit bien le lien direct qu'il peut y avoir entre l'émotion et l'action, comme tu le disais. Et effectivement, là-dessus, Renaud va nous montrer comment est-ce que lui, il utilise des technologies similaires pour des messages et un retour sur investissement beaucoup plus concret d'un point de vue industriel et entrepreneurial. Renaud, c'est à toi cette fois. Alors là, merci Laurent, bravo. Alors, ça va être vraiment moins merveilleux que ce que vient de nous montrer Grégoire, hein. Désolé, je vais essayer de ramener un peu de terre à terre dans ce qu'on a vu là, qui m'a beaucoup transporté. Mais néanmoins, ça fait partie de la genèse d'Inertio que d'avoir compris que l'effet waouh et cette immersion dans la réalité, comme tu l'as bien dit, et d'ailleurs comme Damien l'a bien présenté aussi au début, sous des vocables techniques, en fait, la réalité virtuelle n'est pas toujours, en tout cas en français, c'est assez mal traduit de l'anglo-saxon, n'est pas toujours virtuelle. Parfois, c'est de la réalité, comme l'a dit Grégoire, c'est-à-dire de la vidéo 360 dans des casques, puisqu'on sera vraiment immergé, plongé dans cet univers, à distance. Et ça intervient dans le vaste domaine de la réalité virtuelle. Et chez nous, chez Inertio et France Immersive, on fabrique des visites d'entreprise à distance. Alors, je vais vous partager une petite présentation brève pour qu'on essaye de comprendre mieux. Hop. La voilou. Est-ce que tout le monde la voit? Sachant que je ne vous vois plus. Donc, OK. Si vous ne m'arrêtez pas, c'est que tout va bien. Non, c'est bon, ça, on voit. Et comme l'a rappelé Grégoire, agir sur les émotions, c'est fondamental. Et nous, on l'a vraiment transposé si vous voulez, au monde de l'entreprise, Passe particulièrement en mode diapo, je pense, Renaud. Passe en plein écran parce que là, on voit 2 slides à la fois. Bon, on va rester comme ça alors. Là, vous voyez? On voit plus rien là? On te voit, c'est bon, j'ai réussi à te faire foirer ton truc. Merci, bravo. Je te félicite. Non, mais j'y retourne. Et je resterai en mode, hop, là, vous le voyez? C'est parfait. Allez, on reste comme ça. On a essayé de transposer ça au monde de l'entreprise en se disant que puisque la téléportation dans un monde merveilleux jouait sur mes émotions et que dans le monde marketing, les émotions permettaient d'augmenter et d'upgrader la performance commerciale, hein, les actes d'achat, comment on allait pouvoir transposer ça? Donc, on a proposé des visites d'entreprise, des visites de savoir-faire, des visites d'industrie ou de terroir français au plus grand nombre. Je vais tenter de vous lancer cette petite vidéo pour ceux qui n'ont jamais vu de visite immersive. Alors du coup, est-ce que si je repasse comme ça, on voit la vidéo? Il n'y a pas de son, hein, Renaud. Tu peux parler Alors donc, ok, c'est pas très grave, ça n'importe pas grand-chose. C'est que vous découvrez qu'on peut se promener dans différents univers, que ce soit du tourisme, de l'entreprise, de la logistique. Et mon but aujourd'hui, c'est surtout de pouvoir vous montrer à quoi ça sert et quels sont ses impacts. Hop, je vais rester comme ça. Aujourd'hui, on propose des visites d'entreprise, du coup, comme outil
pour les adapter à la force de vente. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si je fabriquais des objets, à chaque fois que j'emmène un prospect dans mon entreprise, je sais que mon taux de transformation va s'upgrader. Par contre, quand je me trouve à Marseille, que mon prospect se trouve à l'autre bout de la planète, c'est compliqué de l'emmener dans ma vérité. Et du coup, le but du jeu, c'est de fabriquer un outil à peu près similaire. Saint-Jean, ce déplacement. On va pouvoir le proposer à des forces commerciales. On va pouvoir aussi le proposer au grand public par le biais de plateformes. Mais on va aussi pouvoir, dans certains cas, attirer des talents. Par exemple, des entreprises avec qui, pour lesquelles on a fabriqué des visites immersives se trouvent dans des régions reculées et je me rends pas bien compte que l'outil industriel français a grandement évolué et de le visiter à distance une première fois tout au moins me donne tout de suite envie d'y aller pour de vrai. Donc c'est un petit peu le but du jeu. Grégoire l'a brossé très rapidement aussi. Ça permet d'ancrer durablement une marque ou alors de l'affilier à un territoire. Comme on m'a demandé de faire vite, j'accélère. Les domaines sont extrêmement variés. Alors, on en a vu quelques-uns brièvement. Le retail a un accroissement de sa performance immédiat parce que me promener, par exemple, dans l'outil de production des Georgettes, qui est une marque de bijoux qui fabrique en Ardèche, me permet de comprendre que ce bijou il est fabriqué par des ouvriers, des employés, des collaborateurs français. Finalement, mon réflexe, c'est quand même d'être assez fier qu'il soit fait chez nous et puis qu'on les paye dignement versus des pays où je maîtrise un petit peu moins les outils de production. Donc, on comprend quelques réflexes d'achat. Ça permet aussi de faire des journées portes ouvertes, par exemple, pour des écoles qui, physiquement, alors je ne vous parle pas de l'épiphénomène Covid, qui de toute façon ont fermé les portes, mais quand bien même dans la vie d'avant ou dans la vie de demain, je ne peux accueillir un certain nombre de collaborateurs et de visiteurs. Aujourd'hui, la Haute École de Joaillerie, par exemple, a permis de tripler son nombre de visiteurs à ces journées portes ouvertes. Alors, tripler son nombre d'avant, parce que cette année, sinon, c'était 0. Et dans des domaines beaucoup plus comment dire, inattendus, par exemple, Mars Marketing, qui est une société marseillaise de marketing digital, de marketing direct, qui a fait le choix Société extrêmement bien représentée ce soir, Renaud. Ah j'en suis encore plus fier. Et Mars Marketing, son vrai facteur différenciant, c'est d'être implémenté sur notre sol. Le marketing digital et le télémarketing, comme on le sait tous, a beaucoup été délocalisé. Et qu'est-ce que ça veut dire de l'implanter sur son sol? C'est de traiter dignement ses collaborateurs, de travailler plus facilement avec ses prospects, avec son produit. Et les dirigeantes de Mars Marketing, elles savent très bien que quand leur prospect vient les visiter, la performance commerciale s'en trouve tout de suite impactée positivement. De ce fait, la visite immersive permet de pallier à un déplacement. Par exemple, si je discute avec quelqu'un qui se trouve à l'autre bout de la France, on va éviter un déplacement qui ne peut se faire ou alors qui aurait même pu se faire, mais on va gagner un peu de temps. Et dans l'industrie, c'est exactement pareil, que ce soit Progress Silicon ou d'autres industries, quand elles se font visiter, je m'aperçois de la qualité du process, de la qualité des produits. C'est ce qu'on essaye de faire avec ces visites immersives à distance. Je terminerai par deux choses. La première chose, c'est sur quels KPI, finalement, ces visites immersives, ces visites d'entreprise, de terroir ou de savoir-faire, vont agir. Alors, ça va dépendre de chacun des axes de projet qu'on va choisir. On a compris que dans le retail, ça pouvait agir directement sur le chiffre d'affaires, le panier moyen, voire la diversification de produits. On a fait une visite de la chocolaterie de Puy-Ricard. Quand je visite l'entreprise, je m'aperçois qu'ils font des calissons. J'achète un produit supplémentaire, diversification de produits. Dans le B2B, le taux de transformation, la mémorisation de la marque, par exemple les Georgettes, une fois que j'ai vu que c'était fabriqué en Ardèche, peut-être que moi qui n'étais pas familier avec cette marque, elle va rester dans mon cerveau. Le wow effect, alors certes largement moins bien
qu'un Baleno, mais néanmoins, la marque va jouer là-dessus. Un facteur différenciant qui peut-être avec le temps s'affaiblira, mais surtout un taux de fidélisation. Enfin, et je conclurai avant de rendre la parole justement aux forces françaises de l'industrie, nous on est très très fiers d'avoir pu créer finalement France Immersive comme étant la première plateforme de visite des savoir-faire des industries et des territoires français qui est dédiée Made in France. C'est-à-dire qu'on va fabriquer des visites d'entreprises et on va les mettre sur cette plateforme ouverte au plus grand nombre pour que on puisse, de notre point de vue, participer, même si c'est tout petit, participer à la réindustrialisation de notre pays en montrant qu'on préserve des savoir-faire. Si j'en prends un exemple dans lequel il faut impérativement pouvoir agir, l'industrie textile qui nous touche tous, évidemment, il est très important de pouvoir aller visiter ce qu'est une industrie textile chez nous, par exemple. C'est fondamental, avant qu'il n'y en ait plus, par exemple. Voilà, donc un cas concret d'usage de la réalité virtuelle sur l'entreprise française. Merci Renaud. C'était bravo. Ouais, bravo à tous les trois. Vous avez tous tenu le temps à tel point qu'il va falloir qu'on meuble, Emmanuel, parce que sinon on va finir trop tôt. Moi, ce que je retiens également de ton exposé, Renaud, c'est que on arrive enfin à faire finalement de tout ce qui se passait un peu en back-office, qu'on ne voyait pas, on arrive à en faire un argument de vente. Et ça, c'est très important parce que, pour citer un philosophe du 21e siècle du nom de Gilles Attaf, on est en train de quitter l'ère de la marque, qui était plutôt dans les années, le siècle précédent, où on faisait des marques avec une personnalité, avec une image, avec beaucoup de choses qui étaient même parfois un peu superficielles, voire des postures qui allaient jusqu'à l'imposture. En fait, on vient de plus en plus à vendre non pas les valeurs de la marque, mais son origine, sa sincérité, son enracinement dans un territoire. Donc, ça fait partie des technologies qui nous permettent également de faire valoir cette appartenance nationale qui fait un petit peu la différence, en tout cas, qu'on a tous en tête quand on est membre des forces françaises de l'industrie. Voilà. Emmanuel, je te rends la parole si tu as eu des questions ou ce genre de choses. Mais avant cela, je félicite une nouvelle fois nos trois intervenants qui, en plus d'avoir été extrêmement clairs, ont été synthétiques. Bravo. Très bien, c'est vrai, c'est parfait. Très intéressant surtout, c'est vrai qu'il y a une remarque de Dan dans le chat qui dit la réalité virtuelle a un potentiel énorme pour le développement à l'international du Made in France. C'est vrai, c'est Renaud, c'est exactement ce que tu montres, notamment avec la visite de la savonnerie, mais avec d'autres également. Ça permet notamment dans les périodes qu'on est en train de vivre, qu'on est en train de finir de vivre, j'espère, on ouvre une vitrine formidable qui dépasse 1000 fois la seule vitrine qu'on a sur un site internet avec une vidéo qui est collée là. Le fait de mettre la personne de façon immersive, comme tu le dis et comme tu le vends dans l'entreprise est vraiment extraordinaire. Et en plus, on a certains publics, notamment asiatiques, qui sont assez friands de ce genre d'achat fait en ligne en voyant le produit. Alors, il n'y a pas encore le toucher, etc., mais peut-être qu'un jour on y viendra, mais c'est vrai que ce sont des choses hyper intéressantes. Je peux te l'étayer de 2 exemples très concrets et de chiffres. En Asie, en l'occurrence, la visite des Saintes Maries de la Mer, dans des casques, donc là pour le coup on revient dans de la vraie réalité virtuelle, qui n'est donc pas virtuelle, mais de la vraie réalité à distance. Des Coréens du Sud qui ont envoyé plusieurs centaines de touristes, car 19 tour operators ont vu le truc dans le casque, et plutôt que les concurrents qui avaient des brochures, par exemple, ou Marius Fabre qui participe à un salon à New York et qui fait visiter sa savonnerie et qui explique à des New-Yorkais qu'un savon de Marseille, un vrai savon de Marseille, c'est 21 jours de fabrication,
là où un faux savon de Marseille, hein, parce que marque pas possible à déposer, c'est 2 heures de fabrication. Il y a quand même une très grosse différence. Pour C'est vrai que ces compléter ce que dit publics-là, en plus. Renaud aussi, on travaille sur un projet là, qui va sortir dans peu de temps pour les monuments nationaux, où on a modélisé en 3D, mais en réel, hein, donc via de la photogrammétrie, la Sainte-Chapelle. Et donc à Paris, sur l'île de la Cité, qui est l'un des lieux les plus visités de France, pour pouvoir justement, comme tu le disais Renaud, faire des visites pour des touristes étrangers à distance avec quelqu'un, un guide qui se balade dans la Sainte-Chapelle et qui va pouvoir faire sa visite directement depuis ses yeux. Donc les personnes vont suivre en direct euh, la visite et voir des hologrammes. Quand je dis des hologrammes, voir des choses, des objets qui vont expliquer comment on a fabriqué les vitraux, comment on a fabriqué tel élément, tel élément, tel élément. Et donc il y a ce côté où on enlève les distances. On casse ces distances, ces barrières qui font que c'est compliqué de se déplacer juste pour voir la Sainte-Chapelle ou Sainte-Marie-de-la-Mer ou autre, et faire en sorte que ça soit beaucoup plus proche, quoi. Créer une vraie proximité. Tout à fait. On a dans les questions Loïc Pochet qui nous demande quels sont les coûts moyens pour développer cela pour une entreprise. Alors, j'imagine que la réponse c'est ça dépend, mais est-ce qu'on peut avoir un ordre d'idée en gros du développement de ces outils? Moi, je peux évoquer rapidement la réalité mixte. Aujourd'hui, avec 5 000 €, on a un projet qui est réalisé, déployé, des équipes formées, du matériel, et on peut faire de l'assistance à distance, du support, se connecter avec des clients ou des fournisseurs à distance. Voilà. Je te laisse Okay. Renaud. Renaud. Pardon, excuse-moi. Non, pour le coût moyen, enfin le coût à peu près approximatif pour mettre ça en place Pas cher. C'est la bonne réponse. Non. Non, mais en fait, je vais faire. Alors, Renaud, combien coûte une voiture? Alors, je viens de te parler de KPI et de retour sur investissement. Ce qu'il y a de très très important, c'est ça, à mon sens. C'est-à-dire que le coût, c'est une chose, mais le gain en est une autre. Je pense que Damien l'a décrit en partie, mais en fait, on fait tout pour que le projet ramène de l'argent. C'est-à-dire qu'on a de la chance, on fabrique des projets assez merveilleux qui, en plus de ça, ramènent du client, ramènent du prospect, ramènent du taux de transformation, ramènent du produit moyen, ramènent, etc., etc. Et du coup, oui, il y a un coût. Allez, je vais te donner un coût. Une visite d'une usine, c'est autour de 10 000 €, par exemple. 10 à 12 000 €. Et c'est notre coût qui est pas loin de ce coût-là parce que c'est de la vidéo 360. Il existe des solutions un peu low cost en photo 360, mais pour la vraie immersion, de mon point de vue, il faut de la vraie vidéo pour que le cerveau se projette. Il faut que j'ai une équipe de tournage, une scénarisation, parfois de la voix off, et après du montage informatique. Mais surtout, moi par exemple, ce matin, j'ai dit à quelqu'un, j'agirai pas pour vous, il voulait faire des visites de magasins. La vidéo 360, c'est trop onéreux pour une visite de magasin. Enfin, je termine là-dessus, mais par exemple, on a signé petit clin d'œil avec Daison Hydraulique, qui est une entreprise en Provence, qui fabrique des grosses machines pour tester je sais pas moi, les aérofreins d'avion, voilà, pour mettre sous pression un certain nombre de sujets. Cette entreprise, elle a tout intérêt à se faire visiter tellement c'est génial ce qu'elle fabrique et en plus elle est normée. C'est une entreprise qui est 4.0. Du coup, est-ce que c'est cher, pas cher? Je ne sais pas dire. Tu as raison, on peut pas vraiment déterminer. D'ailleurs, je vois qu'il y a plusieurs questions sur le tarif dans le chat. J'ai envie de les mettre toutes en une en leur disant, écoutez, envoyez-nous un petit mail et on vous mettra en rapport avec Damien, Grégoire, Renaud, pour que vous puissiez en discuter avec eux, puisque chaque cas est particulier. Je pense que de toute façon, c'est un investissement et pas une dépense qu'il faut mettre dans votre budget marketing, mais encore faut-il en avoir besoin. C'est-à-dire que
Il faut vraiment avoir quelque chose à montrer. Comme tu dis, Renaud, si c'est juste montrer une boutique avec ses étagères, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut donner envie. L'exemple que tu prends du savon de Marseille, il est excellent et les Américains sont très sensibles à ça. Eux qui sont un pays sans ou avec très peu d'histoire, cherchent justement tous ces produits qui ont de l'histoire et c'est ce qui leur plaît dans la culture française notamment. Donc, les Japonais aussi. C'est vrai, les Japonais aussi. Donc c'est vrai que à partir du moment où on montre du savoir-faire, où on montre de la relation produit, de la relation avec des ingrédients, ça instaure une espèce de vérité et une instantanéité, une réalité dans la chose sans avoir besoin de se déplacer. Donc, il ne faut pas systématiquement avoir envie de le faire, il faut que ça se prête à votre mix marketing, tout simplement. Et ensuite, je pense que chaque cas est différent. Donc là, on va vous dire, oui, là, ce que disait Laurent, que vaut une voiture, c'est exactement ça. Tout dépend de ce que vous voulez dedans, quoi. Un élément peut-être chiffré pour compléter, mais c'est ça, c'est pas un coût, mais c'est un investissement. Microsoft, là, représenté par Thomas aujourd'hui, a sorti une analyse sur la partie réalité mixte, parce que vous avez bien compris que c'est le sujet qu'on aborde chez Synergis principalement, mais, une analyse sur la réalité mixte par un cabinet extérieur, un cabinet qui s'appelle Forrester, et qui a analysé justement l'impact de la réalité mixte, et ils ont sorti un chiffre. Je vous évoquais 5 000 euros d'investissement tout à l'heure, et ces 5 000 euros, ils permettent de générer en moyenne 80 000 euros d'économie par an, en déplacement, en temps. Donc clairement, il y a un gain immédiat et assez évident, quoi. Assez d'ailleurs impactant. Alors, on a quelques remarques. Merci beaucoup, Damien. On a quelques remarques dans le chat. Attendez, je reprends parce qu'il y a eu pas mal d'interventions. Du coup, pendant que tu reprends, j'apporte un deuxième chiffre. Vas-y, on t'écoute. Aujourd'hui, les vidéos institutionnelles sont presque plus regardées. C'est-à-dire qu'une vidéo institutionnelle, avant, elle faisait, 2 minutes, 3 minutes. Et le temps moyen quand on regarde une vidéo institutionnelle, c'est quelques secondes. Nous, le temps moyen d'une visite immersive, c'est 3 minutes 19. C'est-à-dire que la personne va venir en conscience visiter quelque chose et elle va s'instruire, comme l'a d'ailleurs dit Grégoire. Grégoire, c'est pareil, si je m'amuse dans son application, je vais rester vachement longtemps. Donc c'est un autre moyen de communiquer sur une marque, sur une entreprise, etc. 3 minutes 19, on a un temps d'imprégnation quand même assez formidable, là où en fait sur une vidéo institutionnelle, c'est peut-être maintenant un petit peu dépassé. Ok, on a une remarque de Bernard Tartinville. Alors Bernard, pour ceux qui le connaissent, c'est un éminent membre de l'écosystème. Il est photographe professionnel et c'est un vieux de la vieille, on va dire. Il est un photographe qui aime travailler à l'ancienne, mais qui aussi s'est mis au goût du jour aujourd'hui avec tous les outils modernes. Il dit, alors pour la petite histoire, il a récemment collaboré avec l'Office du tourisme de Saint-Gervais. Et c'est lui qui a fait, sur le site de l'Office du tourisme de Saint-Gervais, vous avez une ascension virtuelle du Mont Blanc en HD, fait avec des appareils Leica. Donc, vous avez vraiment l'impression de grimper en haut du Mont Blanc. C'est magnifique. Donc, c'est lui qui a fait ça. Il dit important de ne pas confondre les visites 360 générées avec des caméras automatiques 360 qui sont en bas de gamme, entre parenthèses Google, et les visites 360 photographiques haute résolution, très haut de gamme. Donc c'est vrai que le matériel est complètement important. Bernard, si tu veux à un moment donné intervenir, tu me fais signe. Ensuite, André-Yves nous dit Damien, bel exemple de la Sainte-Chapelle. Dans un rapport à Atout France il y a 10 ans, je préconisais que chaque territoire se vende sur le web en donnant envie à l'internaute japonais de venir un jour le visiter. Visite et vente en ligne pourraient tirer eux aussi pendant les périodes où les voyages seraient stoppés. Et ensuite, aide aux visiteurs venus sur place. Pascal Frelon qui nous dit « Peut-on accéder à ces vidéos gratuitement? C'est considéré comme de la promotion, point d'interrogation. Peut-on en disposer? J'en ai besoin pour mon site produit en France. » Pascal, envoie-moi un petit mail et je te mettrai en relation avec nos intervenants. Comme ça sera plus simple pour solutionner ça. Et Thomas Coustenoble qui nous dit « Et pour compléter, lorsque les équipes monde de Microsoft souhaitent développer un cas d'usage poussé par HoloLens, ils mettent en avant le patrimoine français et font appel à des experts français comme Synergis ou le studio Asobo.
un nouveau regard sur le Mont Saint-Michel grâce à HoloLens. Donc, on a un lien. Vous avez un lien dans le chat pour aller le voir si vous voulez. Voilà. Alors, Vincent. Moi, je tiens quand même à dire que j'ai levé la main depuis un quart d'heure. Mais... Ouais, mais vraiment, tu me connais. Moi, je ne suis pas très scolaire. Hein. Je lis les interventions de nos membres. Non, mais Vincent, je voulais dire que demande... d'abord, session après session, la parole, tu lis de mieux en mieux. Hein. Le mec prend la... T'as vu, j'ai pris des cours. Je m'améliore de jour en jour. Vincent Thévenin nous demande si le projet est adaptable à une production alimentaire de petite taille pour la création d'une école de cuisine. Je pense qu'il y a un moyen de s'adapter, Vincent, mais encore une fois, un petit mail et je te mets en relation avec nos amis. Vous avez des liens mis par Thomas dans le chat. Alors Laurent, on t'écoute. En fait, je voulais prendre la parole pour la donner, s'il est encore là, à Pierre-Antoine Constantinedes, qui m'a fait une petite remarque pendant les exposés, qui était très intéressante. Dans le chat, Bernard vous a mis le lien pour l'ascension du Mont Blanc, si vous voulez aller voir. Oui, bonjour à tout le monde. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, Pierre, vas-y, on te voit. Voilà. Oui, non, la petite remarque que je faisais, c'était que nous, donc moi, je suis dans un atelier de confection de costumes, hein, donc très proche de Gilles Attaf notamment, et puis de Laurent, entre autres. Et c'est vrai qu'on a ouvert un petit magasin d'usine qui permet aux clients autour de Limoges et de Brive-la-Gaillarde, etc., de venir, alors quand ils peuvent, hein, évidemment, quand on n'est pas embêté avec ces histoires de virus, mais de venir commander un costume sur mesure ou prêt-à-porter. Et je dois avouer que chaque fois que je fais visiter l'atelier, parce que c'est la première démarche commerciale, c'est de leur raconter une petite histoire, de les sortir de cette ambiance un petit peu magasin stérile où il n'y a pas d'histoire. Chaque fois que je fais visiter l'atelier, que je décris les étapes de fabrication, que je leur explique comment sont réalisés les modèles, comment on les digitalise sur notre appareil de digitalisation, notamment avec l'Ectrasystem. Je dois avouer qu'à la fin, c'est entre 70 et 90% de la vente qui est déjà faite. On n'a pas besoin de convaincre chaque fois, c'est un waouh, ah ouais, c'est comme ça que c'est fait, c'est super intéressant. Et je présente Micheline, Gaëlle, Elodie, les plus jeunes qui arrivent, en leur disant, bah voilà, c'est le transfert du savoir-faire de Limoges dans notre atelier qui est en train de se faire. Alors du coup, par rapport à cette présentation dans laquelle je me suis immiscé, moi j'y crois à fond. J'y crois à fond parce que ça raconte vraiment une histoire et les gens ont besoin de ça à l'heure actuelle, savoir où c'est fait. Ça va nous distinguer évidemment de produits qui viennent de très très loin et dont on ne connaît pas vraiment l'origine. Donc je suis fan, oui. Merci Pierre-Antoine. On a une petite remarque, Pierre-Antoine, une petite private de Steve Arlo qui dit « Bonsoir Pierre-Antoine, au bon souvenir de nos échanges chez Black Sun ». Ah oui, effectivement, oui. C'est vrai. Très bien. Est-ce que vous avez des questions, les amis? N'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole carrément. Faites comme Laurent, sinon allumez votre micro et prenez la parole. Et du coup, Pierre-Antoine, bien embêté. Moi, j'ai une petite question. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour. Du coup, effectivement, toi qui connais bien l'univers du manufacturing, de l'usine, comment tu te projettes sur ces scénarios? Parce que là, tu as parlé du fait de pouvoir visiter peut-être l'usine, mais la réalité mixte, on peut aussi l'utiliser pour la maintenance des machines. Et je sais qu'il y a parfois des machines sur lesquelles il faut reformer aussi les personnes qui sont en atelier. Donc, cette dimension formation, maintenance des machines, est-ce que tu penses que c'est accessible aujourd'hui pour une PME industrielle dans le textile? Alors oui. Il y a deux effets. En fait, le premier, c'est effectivement dans la transmission du savoir-faire. Moi, la dernière fois que je suis allé dans un salon en Allemagne qui était hyper connecté, c'était passionnant parce que dans les machines à coudre, effectivement, il y a la surveillance un petit peu de l'état de la machine et puis le fait que la mécanicienne qui est en train de piquer ne sait pas forcément
bien régler sa machine est obligé de faire appel à un mécano à côté. Ça, c'est le premier effet, c'est-à-dire qu'en appuyant sur un bouton, elle peut éventuellement avoir un réglage possible grâce à un film, ou même montrer au mécano qui peut être loin, pas forcément dans un grand bâtiment, et qui peut être soit à l'extérieur, soit loin du poste, le problème qu'elle a pour que le mécano ne se déplace pas pour rien et vienne avec la pièce détachée. Mais ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est la transmission du savoir-faire, où une jeune qui arrive, qui ne sait pas exactement où elle doit poser l'étiquette de marque sur le col de la veste ou à l'intérieur de la veste, va juste avoir une espèce de didacticiel qui va lui permettre d'apprendre à le faire très facilement sans que on nécessite la présence d'une formatrice. Donc moi, là-dessus aussi, j'y crois beaucoup. Tout ce qui est connecté, images connectées, et puis communication entre la mécanicienne, la machine, et puis peut-être un formateur. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à explorer sur cet aspect formation. On a des partenaires aussi comme Mimbus en France, MIMBUS, qui proposent de la réalité justement virtuelle et mixte pour former aux métiers de l'artisanat qui sont manuels, voire techniques. Et donc aujourd'hui, on a des cas d'application très intéressants dans le domaine de la formation, de la transmission des savoirs. Et je pense que ça peut être aussi un argument marketing de plus pour valoriser une marque. On parlait du savon tout à l'heure. Pour valoriser voilà, les savoirs, la transmission, le temps de la production, la boucle locale. Voilà, c'est pas forcément obligatoire de faire appel à des présentations marketing produits, mais je pense vraiment marketer ce qui se passe en usine, marketer également les usages, la façon de produire. Ça peut être vraiment très intéressant, je pense. Ouais, clairement, ouais. Et du coup, je ne sais pas, Damien, s'il y a des exemples chez Synergies. Tu as présenté des scénarios tout à l'heure, mais sur la formation notamment. Je ne sais pas si mon micro est ouvert. Oui, c'est bon. Si. Ouais. Oui, j'étais justement en train d'aller chercher une vidéo pour vous présenter un cas d'usage, typiquement avec de la formation. Donc, je vais retrouver le lien et je vais vous la partager. On a ça dans pas mal de domaines, hein, les sujets de formation. Alors, c'est avec une solution qui s'appelle Microsoft Dynamics Guides en anglais, mais guide en français. Donc, c'est vraiment cette notion d'être guidé. Et donc, on a des clients qui s'équipent de ces solutions pour pouvoir faire leur parcours de formation eux-mêmes. C'est hyper simple en plus. Vraiment, pour vous dire une citation, un verbatim client, c'est plus simple de faire du guide que de faire du PowerPoint. Donc voilà, c'est des choses vraiment très simples. On met du texte, des images, des vidéos et on place ces fameux hologrammes, ces objets 3D sur la machine à l'endroit où on souhaite. Et puis comme ça, on construit tout le parcours de formation. Et donc, comme ça, on capte le savoir aussi des personnes qui sont là depuis de nombreuses années pour faire en sorte après de pouvoir le transmettre à d'autres personnes, même si je pense que c'est aussi important, surtout sur des problématiques d'artisanat, aussi de pouvoir avoir une transmission d'humain à humain et pas forcément que passer par la machine. Mais elle vient compléter, elle vient conserver l'information et on peut la retrouver après ensuite assez facilement. Je vais vous partager la vidéo. Nous aussi, on fait des programmes de formation en vidéo 360 interactive pour immerger au plus près de celui qui fait le spectateur, d'ailleurs, que ce soit sur des écrans ou dans des casques. Et on va pouvoir afficher du contenu à côté de ce qu'on est en train d'apprendre. En effet, c'est un peu comme la mémorisation marque. Ce qui est important, c'est la mémorisation du message. Donc, c'est certainement un bout de l'avenir de la formation à distance. C'est certain. Puisqu'on s'approche du physique déporté, forcément, c'est l'e-learning de demain. Il est en VR ou en mixte, voilà, mais c'est plus puissant que juste de l'e-learning. Très bien. Alors, je suis un petit peu, il n'y a pas particulièrement de questions, plutôt des interventions sur le chat. Je vous laisse les voir. De toute façon, vous y aurez accès avec le replay.
Je confirme, juste pour illustrer ce que vient de dire Renaud, c'est qu'on a annoncé aussi côté Microsoft une technologie qui s'appelle Microsoft Mesh, qui justement va permettre en fait de pouvoir collaborer en temps réel comme ça avec des avatars en alliant le physique et le virtuel. Donc, typiquement, je suis dans mon bureau, je mets mes HoloLens et je peux retrouver mes collègues en virtuel autour de moi et partager des objets. Donc, ça peut être typiquement un produit sur lequel on a besoin de travailler, sur une formation. Et donc là, on commence vraiment à faire converger toutes les technologies qu'on connaît aujourd'hui. Donc, Damien a parlé des HoloLens tout à l'heure, mais c'est aussi le principe de Teams, c'est de pouvoir se retrouver tous ensemble et partager des objets ensemble. Donc, la prochaine étape, c'est vraiment ça, c'est transposer ça dans le monde du réel. Et aujourd'hui, il y a tout pour. Voilà, on est en train de déployer la 5G, il y a du Wi-Fi un peu partout. On a tous été habitués à travailler en mode collaboratif. Donc, il y a des nouveaux usages aussi qui vont arriver avec ces innovations. Et donc, je vous ai mis ce que Microsoft a annoncé il y a quelques semaines, qui s'appelle Mesh, et qui est vraiment la prochaine étape du travail collaboratif en virtuel et en physique. Et du networking virtuel, Thomas, on aurait bien besoin d'une solution pour pouvoir se retrouver et faire du networking virtuel, puisque c'est ce que beaucoup de membres nous demandent. C'est vrai que, bon, là, alors on va normalement faire un premier. On peut l'annoncer, Laurent? Oui, on va l'annoncer le 30. Attendez, si je ne m'abuse. Le fait qu'on lance un réseau social complètement propriétaire qui s'appelle le FFI, non pas Mesh, mais Bistro. C'est un réseau social très puissant. Ouais, l'émotion, ça passe aussi par la planche à saucisson. C'est ça. Non, mais le retour aux habitudes et le prochain dîner des FFI physiques après la reprise et la libération aura lieu le mercredi 30 juin. Et donc, on a préféré attendre toutes les phases de déconfinement. Mais c'est vrai qu'avoir un outil qui permettrait de pouvoir faire un networking, certes virtuel, mais le plus sympathique possible et le plus agréable possible, le plus réel possible, entre des gens dans différentes villes, puisque c'est ce qu'on va développer notamment dans les prochains mois, puisqu'on a des membres qui sont candidats pour ouvrir les antennes régionales dans 8 villes. La semaine dernière, c'était 8 villes, il y en a peut-être eu d'autres entre-temps. C'est vrai que ça pourrait être sympathique d'avoir quelque chose où on se voit de la façon virtuelle, mais la plus réaliste possible, pour pouvoir justement faire du networking et partager des bons moments autrement que juste comme ça en 2 dimensions devant un écran. Je veux juste compléter ton point sur le dîner, c'est qu'on réfléchit aussi, même si les contraintes ne seront pas toutes levées, donc on est en train d'arrêter une date pour non pas un dîner, mais un déjeuner qui pourrait s'éterniser pendant l'après-midi. Un petit peu, je ne sais pas s'il y a des amateurs de chicandier, mais le principe des après-midi bleu métal, où en gros on ne prend pas de rendez-vous le vendredi après-midi, mais on sort de table un peu plus tard. Voilà. Donc s'il y a des gens que ça intéresse, vous nous le signalez, mais on est en train d'arrêter une date également pour ça. Et j'avais moi un point qui est assez intéressant. Je trouve que ce qui est intéressant quand on vous écoute, c'est qu'on voit maintenant que la technologie va mettre de la transparence, va apporter beaucoup de transparence dans les processus de fabrication. Donc, c'est assez marrant de voir que la technologie qui a permis pendant un temps d'éloigner les centres de production très, très, très loin des centres de consommation, avec tout le dégât que ça a pu générer, notamment dans des pays comme la France, est en train finalement, dans ces versions les plus innovantes, d'aider à rapprocher les centres de production des centres de consommation, c'est-à-dire de réindustrialiser. Donc ça, c'est assez saisissant. Et c'est vrai qu'il y a pu y avoir des gens qui étaient plutôt anti-technologie en disant, bah voilà, vous voyez, avec cette technologie, on met des call centers à l'autre bout du monde, on met des usines à l'autre bout du monde et on s'en rend même pas compte. Et là, au contraire, là, on voit bien que la technologie, par la transparence qu'elle apporte, et surtout par cette obligation de sincérité qu'on voit maintenant, parce que
les postures qu'on pouvait avoir avant maintenant ne tiennent plus. Hein. Le moindre tweet, la moindre photo s'échappe de n'importe quelle réunion, et donc on voit bien la réalité des entreprises. Et donc voilà, les anti-tech peuvent redevenir pro-tech parce que c'est quand même des outils, outre de productivité, également des outils finalement de transparence. De transparence et de sublimation des produits aussi. Hein. C'est-à-dire que parfois, aujourd'hui, je pense que n'importe quelle entreprise qui a, à un moment donné, besoin de pas juste présenter un produit, mais être fier de sa fabrication. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une position à prendre pour notamment les entreprises Made in France, puisqu'on défend ce savoir-faire. Et dès qu'on arrive à démontrer, et Gilles, je ne sais pas si tu es connecté, Gilles, si tu es encore avec nous, mais il pourrait être super bien en parler. Je suis là. Il suffit de visiter l'usine de France Manufacture pour comprendre pourquoi un costume Made in France vaut ce prix-là, ce qui en plus pour un costume Made in France n'est pas un prix exorbitant, mais quand on visite, qu'on peut toucher les tissus, qu'on peut voir la coupe, le temps que ça prend, et surtout les personnes qui sont engagées là-dedans, et qu'on compare derrière avec une usine en Chine ou au Pakistan ou d'autres pays où ça peut être fabriqué, là, le consommateur comprend tout de suite. Dès qu'on lui explique, qu'on lui montre pas que le produit fini, mais qu'on rentre derrière, déjà, il aime parce qu'ils se sont inclus dans l'action du produit, mais en plus, ça le personnalise. Hein, Gilles? Absolument, et puis je pense que cette période va aussi donner une prime à la sincérité, et le fait d'être en capacité de montrer comment sont fabriqués les produits, mais dans quelles conditions aussi ils sont fabriqués, par qui ils sont fabriqués. Je pense que c'est un élément fondamental. De toute façon, le consommateur va être en demande de traçabilité, et donc quoi de mieux effectivement pour être sûr des produits qu'on achète, de voir dans quelles conditions ils sont fabriqués. Donc je suis absolument en phase avec ça, tout à fait. Tout à fait. Et effectivement, on n'imagine pas qu'une veste aujourd'hui, c'est 150 opérations. Et c'est aussi, ça fait partie de l'éducation du consommateur, mais il y a une vraie demande aujourd'hui de la part du consommateur, pas seulement dans le vêtement, mais dans tous les sujets. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les visites d'entreprise se multiplient, et le fait de pouvoir le faire d'une façon virtuelle, en réalité virtuelle ou augmentée, c'est intéressant aujourd'hui. Et nous, on travaille avec Entreprise et Découverte, qui est en train d'exploser dans la visite d'unités de production. Alors, ça marchera encore mieux quand on pourra se déplacer de manière plus facile. Mais je pense que c'est des sujets effectivement qui vont être au cœur de la demande des consommateurs très rapidement. Et effectivement, je rejoins ce que disait aussi tout à l'heure Thomas concernant les problématiques de formation. Il y a aussi cette vision à mon avis, essentiel de pouvoir se dire qu'on va être en capacité à terme de pouvoir à la fois montrer les productions, mais de savoir comment on peut former les gens sur ces produits. Et la maintenance prédictive fera aussi partie des sujets de la réalité augmentée, parce que tout à l'heure, Thomas parlait effectivement de formation, mais je pense qu'il y a aussi le volet maintenance prédictive, où on va avoir besoin aussi de réalité augmentée, puisque en intelligence artificielle, c'est un sujet qu'on est en train de travailler aujourd'hui, nous, sur tout ce qui est usine du futur. Merci Gilles. Est-ce qu'on a des questions, les amis? Est-ce que vous avez envie de lever la main? J'ai encore une... Je vois que l'heure de l'apéro arrive parce qu'on a... Oui, je sais. Mais avant de te donner la parole, on a des membres déjà qui nous proposent d'organiser des cocktails dans leurs locaux en octobre, machin. On sent que l'appel de l'apéro commence à se faire sentir. C'est pour ça. On t'écoute, Laurent. Ouais, un point qui est très intéressant, c'est quand on prend des statistiques sur le taux de transformation d'une vente. Sur un site internet où on va avoir accès à un argumentaire texte et une photo éventuellement une petite vidéo ou ce genre de choses. Quand on a un site internet qui transforme 3,5% de son trafic en achat, c'est une très bonne performance.
quelqu'un qui rentre en boutique, c'est entre 60 et 70%. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez beaucoup plus de sens qui sont sollicités. Donc, plus on est dans une démarche qui va être émotionnelle dans la vente, plus on génère de l'émotion, de l'attachement, plus on a de chances de transformer. Donc, c'est pour ça que les lieux de vente, les lieux physiques restent des lieux très performants dans la transformation. Alors, avec toutes les contraintes qu'ils ont à côté, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir tout le stock que vous avez sur Internet. Parfois, vous avez des vendeurs qui ne savent pas. Parfois, il faut se déplacer. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais quand on rentre dans la boutique, quand on commence à toucher, quand on commence à discuter avec un vendeur, on est embarqué par une histoire, une émotion qui fait que généralement on transforme. Donc, ce qui est intéressant dans ces technologies, c'est que on arrive à enrôler plus de sens que sur un site internet classique. Donc, vous faites plus d'émotions et l'émotion fait vendre. Mais c'est tout le propos, en fait. Hein. Le propos de la 360, Grégoire l'a montré sur le monde animalier, mais le propos de la 360 en entreprise, Gilles l'a un peu dit, c'est que du coup, on ne triche pas. C'est-à-dire que on va montrer l'envers du décor. C'est-à-dire que je ne vais pas filmer devant moi. Et cette émotion, elle est générée. Moi, je dis souvent chez mes clients, alors on va ranger un petit peu, mais les acteurs, c'est les collaborateurs de l'entreprise. Ils racontent parfois, parce qu'on les interviewe, leur vraie vie. Et en fait, ils ont la vraie vie et du produit et de l'entreprise. Et on l'aime comme ça, cette entreprise. Entreprise et découverte, par exemple, à démocratiser la visite physique. Et il y a des centaines de milliers, voire de millions de visiteurs aujourd'hui d'entreprises. Le but du jeu, c'est de fabriquer la même chose pour les entreprises du Made in France en ligne pour qu'elles puissent vendre à nos compatriotes distants, mais aussi au monde entier, dans le monde entier. Quand c'est l'utilisation dans le casque, là, c'est la quintessence. C'est simple, moi je disais qu'on vendait de la téléportation. Quand on intervenait dans des salons, on téléportait les gens dans un univers distant. Aujourd'hui, sur le web, c'est très immersif, mais ça, c'est plus de la téléportation, mais c'est offert au plus grand nombre. Et on fait découvrir des savoir-faire. Et donc, cette émotion génère un acte d'achat derrière, direct. Et ça, du coup, en vous écoutant et en t'écoutant, Renaud, est-ce qu'on ne peut pas utiliser les codes que Grégoire nous a présentés sur Wild Immersion pour faire une galerie, en fait, de toutes les entreprises du Made in France? C'est le cas. Voilà, avec comme tu disais, quelque chose d'assez large sur le web, jusqu'à des expériences beaucoup plus immersives et personnalisées en magasin ou chez soi. C'est exactement notre but. C'est ça. France Immersive, nous, on s'efface au profit du Made in France. Donc, c'est une plateforme qui regroupe tous ceux qui ont voulu être dessus, hein, parce qu'il y a des visites qui ne font que du B2B, ils ne veulent pas apparaître sur le grand public. Mais après, tu as plein d'autres supports. Moi, par exemple, on a fait des visites immersives pour Enedis. On a équipé leur showroom sur écran géant. Et donc, tu vas visiter des centrales fermées au public parce que c'est très, très dangereux sur écran géant dans leur showroom. Mais tu as aussi un petit spin-off sur France Immersive parce que finalement, Enedis, c'est aussi du Made in France. Donc, c'est un peu tous les supports d'une visite à distance, en fait. Hein. Ouais, je pense qu'il y a un truc à creuser avec l'État pour monter ça d'un cran, qui est une plateforme au niveau national, parce qu'on a quand même un patrimoine incroyable. Enfin, moi, mes plus beaux souvenirs, je le dis ouvertement parce que voilà, l'équipe est là, mais la visite de Limoges, qui était vraiment magnifique, la visite des usines, la Maison Berger aussi à Carquefou, c'est assez impressionnant. Voilà, et en plus, on est face à une génération d'entrepreneurs qui arrivent avec des nouveaux codes. Donc, souvent, les enfants ou la génération du dessous qui arrivent avec des codes et qui mixent le digital et qui modernisent les usines. Voilà, donc il se passe des choses super. Je pense que ça vaudrait le coup d'avoir une sorte de hackathon sur comment est-ce qu'on crée une vitrine voilà, au niveau national. Voilà, financé peut-être par l'État. Voilà, je lance un sujet, une sorte de conclusion ouverture. Moi, j'ai discuté à certains échelons, mais je vais être complètement honnête. Je pense que mon échelon suffit plus. Mais j'ai discuté avec des échelons étatiques ou semi-étatiques pour dire, parce que personnellement, je pense qu'il faut le faire pour les savoir-faire, les industries et les terroirs.
Bien sûr. Et que, en effet, le donner en accès libre, c'est en tout cas notre vertu. Voilà. Mais après, Thomas, on se regroupe, on sera toujours plus fort à plusieurs. Exactement. Moi, je lance le sujet et je pense qu'avec tout ce qui a été partagé ce soir, il y a de l'expertise, il y a des idées, il y a peut-être des cas d'application qu'on peut montrer rapidement. Et voilà, moi, je suis prêt à suivre ça avec celles et ceux qui le souhaitent. Avec plaisir. On a une intervention de Bruno Forgue. Bruno, où es-tu? M'entendez-vous? Oui, on t'écoute. Oui. Alors, Bruno, tu es en mute. Je pense que tu as ton coude à taper sur la barre d'espace j'ai tapé sur la barre d'espace, excuse-moi, ouais. Vous m'emmeniez rêver et je ne sais plus ce que je voulais dire. Si, ça me revient. Moi, j'ai fait pratiquement l'essentiel de ma carrière dans le B2B, dans l'industrie, mais dans le cambouis, là où il y a de la poussière et de la graisse, et on vendait de l'électronique. Et il y a, on va dire, une vingtaine d'années, d'ajouter une photo dans un PowerPoint, c'était un différenciant énorme. On vendait à des techniciens, à des ingénieurs, à des gens qui étaient sur le terrain. C'était déjà très impressionnant. Et puis après, on a mis de la vidéo montrant le bureau d'études, montrant l'atelier qui assemblait. Et c'était différenciant par rapport à nos confrères. Et puis, j'imagine qu'aujourd'hui, ils sont allés beaucoup plus loin et puis ils iront beaucoup plus loin. Et puis, voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Mais déjà, ici aussi au niveau de la maintenance des machines, les techniciens de maintenance, ils apprenaient, ils avaient 3 jours de formation sur une machine pour être sûr de bien intervenir au bon endroit. Quand il fallait dépanner une machine à 2 heures du matin sur une ligne qui ne s'arrêtait jamais, il y a un niveau de stress qui est important et donc il faut le calmer, il faut tout un tas de... Et d'avoir accès à de l'information visuelle qui lui dit tu prends la pièce comme si tu tournes 3/4 dans ce sens-là et puis 2/3 dans celui-là et puis sur le logiciel, c'est une vraie aide qui n'a pas été beaucoup utilisée mais qui a encore beaucoup de potentiel. Et bon, tout ça on ne le voit pas et c'est pas ça qui va faire vendre forcément les produits, mais pour les fabricants des machines, c'est déjà une réalité, oui, d'utiliser la réalité virtuelle dans leur projet. Ou alors, ce que j'ai vu aussi, c'est avec un client, ce qu'on avait fait, c'était d'amener une machine qui n'existait pas encore dans une ligne qui existait. C'est-à-dire qu'on prenait une vieille machine, on l'enlevait et on faisait rentrer une nouvelle machine à la place. Et il fallait organiser un tas de choses de synchronisation sur la ligne de production, évidemment. Et puis un petit détail amusant, c'est que cette prévisualisation de l'environnement a permis d'identifier par quel chemin on allait pouvoir sortir la grosse machine qui ne passait plus par certaines portes. Et donc, ça a permis de visualiser quelque chose qui n'existait pas, enfin voilà, un déplacement de grosses bêtes dans un environnement. Il y a une poutre qui avait été placée entre-temps et qui gênait. Ce sont donc au niveau du gain de temps, ça commence déjà, je pense, chez le développeur de la machine, l'installateur, celui qui en assure la maintenance. Et puis après, Damien, je pense que je pense que tu vois à peu près de quoi je parle. Ça concerne tout le monde et je crois que le front-end, l'acheteur final, le client final, il ne voit qu'une partie de l'iceberg, j'ai envie de dire. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Damien, mais la réalité virtuelle, elle apporte beaucoup dès qu'on commence à mettre des boulons et des bouts de tôle ensemble et des moteurs et des vérins et des pistons et qu'il faut les faire vivre pour fabriquer les produits qui vont être commercialisés. Bon, excusez-moi, j'ai été bavard. Non, mais c'est toujours intéressant. Merci pour ces partages. Est-ce que on a une dernière intervention? Sinon, je propose que Laurent et ou Thomas concluent et disent le mot de la fin de ce café virtuel, parce que je suis le gardien de la clepsydre et celle-ci se termine.
Emmanuel, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, si. C'est qui, Bernard? C'est toi qui parle, Tu m'entends? Oui, on t'écoute. Ouais, Bernard. Oui, je vais juste faire une remarque. Moi, je fais de la visite virtuelle 360 depuis 2015 maintenant. Et quand j'échange avec mes clients, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que très souvent, les clients étaient prêts à accepter une qualité d'image très médiocre au motif que l'image est à 360. N'oublions pas qu'une image, on doit garder le même niveau d'exigence quand on veut représenter un site euh, avec une photo 360, une vidéo 360, qu'avec une vidéo normale ou une photo normale. Et souvent, les gens se disent, c'est un 360, donc c'est normal d'avoir une qualité médiocre. Je vous dis ça parce que depuis le début de cette réunion, j'entends parler beaucoup d'émotion. L'émotion, elle passe beaucoup par la qualité de la photo. Si je pense à cet atelier de vêtements de confection, si on peut voir la matière, parce que la qualité de la visite virtuelle sera suffisante, si on a l'impression de pouvoir toucher le tissu, l'émotion, elle passe par là. On n'aura jamais d'émotion, on n'aura jamais l'intérêt de quelqu'un qui regarde une visite virtuelle si on a une qualité qui est médiocre. Je crois qu'il y a deux éléments de mon expérience et de l'échange que je peux avoir avec mes clients. Et certains clients m'ont fait faire des visites virtuelles alors qu'ils en avaient déjà. Justement, pour transformer ces visites virtuelles, il y a deux choses qui sont importantes. C'est la qualité de l'image. C'est par là où passe l'émotion et c'est le contenu de la visite virtuelle. Le contenu, ça va être les informations, soit un aspect ludique, ce qu'on a vu en début de la réunion avec les animaux, des petits quiz, ou alors, quand on est dans d'autres secteurs, ça va être les informations dont a besoin l'observateur ou qui a envie d'entendre l'observateur. Il faut lui fournir, par l'intermédiaire de textes, de spots, de vidéos qui peuvent être inclus dans une visite virtuelle. Ça peut être très riche d'informations, une visite virtuelle, mais ce sont les deux choses qui sont importantes. Les informations contenues dans la visite et l'aspect visuel. Et si on n'a que l'aspect visuel, un très bel aspect visuel sans information, la personne va vite se lasser, va vite quitter la visite virtuelle. Et à l'inverse, si on a des informations intéressantes, mais avec une qualité qui est médiocre, avec des détails qu'on ne verra pas, la personne ne va pas rester longtemps. Donc c'est vrai que c'est important de ne négliger aucun. C'est peut-être un plaidoyer pro domo que je suis en train de faire. Je suis photographe, vous le savez, mais je crois que c'est important de ne négliger aucun des deux aspects. Voilà, juste la petite précision que je vous ai apportée. Merci Bernard. On a le témoignage du photographe qui a cette notion historique et artistique, puisque pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une grande expérience, notamment en photographie de mode, et donc à vouloir faire passer ce message, c'est vrai que l'appétence est super importante à faire passer dans ce qu'on essaye de faire passer à l'image. Mais c'est vrai que moi, je suis bluffé de voir les résultats qu'on voit. Alors là, on l'a vu sur l'écran de nos ordinateurs, mais c'est vrai quand on voit ce que font Damien, Renaud, Grégoire, quand on le voit en live, vraiment avec soit des masques pour être en immersion, soit sur des écrans un petit peu plus impressionnants, c'est vraiment bluffant. Ou comme l'ascension du Mont Blanc que tu as fait, Bernard, dont tu nous as mis le lien. C'est dingue parce qu'on y est, quoi. C'est vraiment super impressionnant. Voilà les amis, on se rapproche tout doucement de la fin. Merci pour votre participation. Est-ce que Laurent, tu veux dire le mot de la fin? Je suis toujours obligé de lui donner la parole par contrat. Je suis désolé, hein, Thomas, je préférerais que ce soit toi qui conclue. D'ailleurs, si c'était toi, ça serait bien. Mais voilà, donc Laurent, est-ce que tu peux nous dire le mot de la fin? Il cherche sa blague, il ne trouve pas. Non, je n'ai pas trouvé ce soir de blague. Non, tu n'as pas trouvé. Bah alors, Manu. Bah bon, écoutez, je préfère que tu conclues, Laurent. Sinon, tu as vu ce qu'il avait proposé, Manu, c'était peut-être pas ce qui est le plus pertinent pour finir. Sur notre chat, voilà, ouais, non, on va pas faire ça. Exactement. Tu as bien raison. Non, parce qu'il faut que vous sachiez qu'il y a le chat avec les blagues, machin, et puis après, il y a notre chat à nous par WhatsApp avec nos vraies blagues. Donc, qui sont un degré au-dessus encore. Donc, celles-là, vous ne les voyez pas. Alors, Laurent, t'écoutes. Voilà, tu as fait le malin, en plus après tes blagues. Fais gaffe.
Il y a des gens qui ont mal fini à côté. Bon, alors donc, écoutez, merci à toutes et tous. On termine donc effectivement ce triptyque, parce qu'on est français, donc il faut 3 étapes, je vous rappelle, sur la technologie au service de la réindustrialisation. On va bientôt pouvoir se relancer dans une nouvelle session de la FFI Academy. Donc là, on est encore en train de vous concocter quelque chose. Mais ça sera très probablement autour de, enfin c'est même pas probablement, hein, puisqu'on a déjà commencé à en dévoiler certains éléments, c'est que ce sera autour de la réouverture et de comment réussir à rouvrir après cette période un petit peu particulière. Voilà, donc très bientôt on se reparle de cela et d'ici là, vous avez notre LinkedIn. Et surtout, restez à l'écoute parce que pour ce déjeuner et cet après-midi bleu métal, je pense que ça va être sympa. Puis le dîner et enfin, à partir de juillet pour les premiers et septembre pour ceux qui suivent, écoutez, on aura le plaisir de venir découvrir des nouveaux restaurants, mais cette fois-ci en région. Voilà, donc 8 aujourd'hui et peut-être bientôt à une 9e ville. Voilà. Ça va pas arranger nos histoires de foi, tout ça. Non, il va falloir qu'on sache se démultiplier. Moi j'ai pris rendez-vous pour me faire greffer un foie en titane, personnellement, et pour pouvoir subir tout ça. Voilà. Merci les amis, merci pour cette participation. Merci encore à Microsoft et à ma PME numérique pour cette association sur cette série de webinars qui étaient vraiment très, très intéressants et qui, je pense, ont fait avancer pas mal de choses et de perceptions qu'on avait par rapport au digital qui aujourd'hui est indispensable en finissant de façon phénoménale aujourd'hui avec la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Merci à tous. À bientôt sur les réseaux et très vite, on vous passe le programme de juin que Laurent vient de vous dévoiler à moitié. Et en attendant, vous avez nos coordonnées si vous avez besoin de quoi que ce soit. Bonne soirée à tous. Merci à tous. Au revoir. Bye.